Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, suite logique de la vidéo d'hier, on va parler des produits colle de montage, c'est ça? Colle de montage et colle de contact, voilà. Voilà, colle de montage, colle de contact. Donc, c'est moins dirigé bois-bois, mais c'est tout aussi bien utilisable pour tout ce qui est construction. Ça va nous intéresser en tant que menuisier puisqu'on va pouvoir coller du bois sur toute une série de matériaux ou plutôt coller des matériaux sur le bois avec ce type de colle. Donc, colle de montage PU pour les portes, etc., mais d'autres matériaux. Colle montage type polymère hybride, on va dire un petit peu dans le même style. Oui, mais un peu de tout aussi dedans, voilà. Colle contact pulvérisable et colle vraiment assez spécifique dont ils vont expliquer un petit peu le concept. Colle contact, certaines existent. Tu as fait une vidéo sur le néospray pour le plaquage, oui. Le rose et le transparent, le rose qui sent la fraise comme tu l'as dit hier. Celle-là n'existe pas en petite bombe compacte. Par contre, les trois ici, c'est compact et bombe comme celle-ci. D'accord, mais la pulvérisable, on sait aussi l'avoir en contact tout court, puisque j'en ai même une, mais c'est ça que tu dis, c'est pas en gouttelette, voilà. C'est ça, c'est en filament. Voilà, donc ça on va y revenir, j'ai aussi des questions de toute façon sur les colles filament et gouttelettes. Donc je te laisse commencer dans le sens dans lequel tu veux, et qu'on comprenne, et on va revenir sur les fameuses questions miroir et voilà, carreau, parce que j'ai pensé oui, voilà. Alors EasyFix, là c'est quand même un de nos chevals de bataille, c'est un produit c'est généraliste mais spécialiste en même temps. En tant que menuisier, par exemple, si on a du placo à mettre collé sur un mur parfaitement, on peut aussi, si on a une porte à monter, ça se fait aussi. Donc on peut utiliser cette mousse pour coller les portes, enfin les encadrements de portes. Les encadrements de portes, coller des isolants, même en extérieur, en toiture, isolants en façade. Voilà, c'est colle de plaque, tout ce qui est plaque. Donc c'est vraiment une colle qui est polyvalente. Et qui a un gonflement moindre ou bien c'est aussi low expansion? La post-expansion est très très faible. On dit sans expansion. Mais l'importance à ce moment-là, c'est aussi dans l'application, on va encoller par exemple sa plaque, on va la laisser reposer pendant 5 minutes pour que ça prend l'humidité. D'accord. À ce moment-là, ça va expandre un peu et après 5 minutes, on la pose et elle ne va presque plus gonfler. D'accord, donc on a tendance alors à mousser. Une fois qu'on a moussé, on le met. Mais là, en fait, l'idéal, c'est attendre. Il faut attendre. Et en fait, on a deux modèles différents, si je peux m'exprimer comme ça. On a l'EasyFix classique, où tu dois en fait simplement faire ton cordon, attendre 5 minutes. Par contre, on a la turbo, qui elle, tu ne dois attendre que 1 minute. D'accord. À l'inverse, la turbo, il ne faut pas faire des trop grandes surfaces, parce que quand tu as fini ton cordon, le début de ton cordon est déjà sec et c'est déjà trop tard. D'accord, ok. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Moi, pourquoi je posais la question de low expansion, c'était surtout pour les portes, pour éviter que ça me pousse les encadrements, donc ça fonctionne aussi. Ça, j'ai déjà utilisé, moi, pour mettre des isolants de toiture et puis mettre un EPDM. Donc ça, c'est important de comprendre aussi qu'il y a une résistance à la chaleur qui est différente sur ce type de plaque. Donc ça, et moi, pour l'avoir utilisé sur pas mal de toitures plates, ça fonctionne et c'est impeccable. Mais je ne savais pas qu'on pouvait l'utiliser pour les portes. Pour les portes, je prends une autre mousse. Donc, on a des mousses spécifiques aussi, par exemple la Rectafoam ou la Profoam qui sont aussi des colles qui vont... Là, il faut voir low expansion ou plus expansion sans pression, une question d'humidité aussi de nouveau. Parce que, toujours pulvériser le mur. Si maintenant on ne le pulvérise pas, qu'est-ce qui peut arriver en fait? On voit que la mousse qui se forme a une mauvaise densité, par exemple. On a des bulles d'air qui sont plus grosses et à ce moment-là, la valeur lambda va augmenter. D'accord. Voilà, c'est surtout ça. C'est de nouveau toujours une question d'efficacité et de rentabilité globale du produit par rapport à ses capacités de base. De base, oui, exact. Ça... Ok, c'est bon. Alors, dans les colles de montage, on en a 4 spécifiques ici, mais disons que pour nous, ce sont les colles essentielles. La colle de montage super, c'est en phase aqueuse, voilà. C'est une colle en phase aqueuse très bien pour tout ce qui est plainte, des trucs comme ça. Et ça a une adhérence
haute directe, ça veut dire ici, on dit qu'on peut aller jusqu'à 300-400 kilos au mètre carré pour un encollage. Ça va le maintenir en frais. Ventouse, alors. Oui, en ventouse. Quand la colle est frais, elle a une très haute tenue déjà, résistance déjà, mais ça prend un certain temps pour durcir. Okay. Ouais, hein? Ça c'est, disons, classique. Un de mes colles préférées, c'est la montage classique. Et c'est une colle montage classique à base de néoprène, un peu dans le même air des colles de contact. D'accord. Alors souvent, par exemple, si on a des trucs qu'on doit coller courbés. Oui. Ouais. Alors on a, éventuellement les colles de contact, on peut les utiliser. Plus pour le plaquage, là. Plus pour le plaquage, éventuellement un cintrage avec le strat. Mais par exemple, si on doit faire une plainte encore autour, sans qu'on doit mettre des vis, etc., c'est difficile. Oui. Ouais. À ce moment-là, ici, la colle classique, on la met sur la plainte, par exemple. On prend la pièce on la pose et on la retire. Comme ça, en fait, on a la colle des deux côtés. D'accord. Et on la laisse évaporer. On a respecté le temps de gommage de la colle, 10 minutes. À ce moment-là... Ah oui, donc il faut d'abord plaquer, la ressortir, attendre une dizaine de minutes et puis venir la remettre. Et à ce moment-là, ça fonctionne comme une colle de contact. OK. Ouais. Mais et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas appliquer une partie et l'autre partie c'est difficile avec une plainte. D'accord, OK. C'est surtout ça. Oui, c'est une question pratique. C'est une question de mise en place. À ce moment-là, on en colle, on pose, on retire, on les évapore. On 10 minutes et on met. On le met. Et à ce moment-là, on tape bien. Et donc ça, la question que je posais finalement hier avec l'histoire du plafond, je pourrais très bien utiliser cette colle-ci, la mettre dessus, coller à l'endroit où je dois mettre, décoller, attendre 10 minutes et puis paf. Ouais. Souvent ces jours-ci, on utilise les colles hybrides pour ça, les colles hybrides, les colles polymères, mais ça coûte 3 fois le prix. Donc celle-ci est moins chère, que les autres colles. Même chose avec la colle montage super, bon marché, mais très costaud. C'est ça. Allez, pour une plainte, pourquoi est-ce qu'on doit... Donc ça, c'est moins cher que les colles polymères. Et généralement, les gens ont tendance à acheter les colles polymères pour mettre des plaintes, etc. Alors que celle-ci est plus résistante et moins chère. D'accord. Ben ça, vous voyez, pareil, je ne connaissais pas. D'où l'intérêt d'avoir fait venir... Rick, pas vite, je suis content. Franchement, c'est vrai que nous, on a tendance à acheter ce genre de colle-là, une colle polymère, une colle de montage ou high-tack. Une colle tac. Celle-là, on n'a pas pris aujourd'hui, c'est vrai. Ça fonctionne aussi. Mais vous en avez aussi. On en a aussi, oui. Mais qui est plus cher, finalement, ces colles-ci, alors que celles-ci sont plus efficaces pour le travail qu'on a réalisé, type plainte, etc. Certainement, oui. Aussi, par exemple, montage turbo, à ce moment-là, c'est une colle hybride polymère, déjà, qui a besoin d'humidité. Et justement, elle fonctionne mieux quand c'est nettement plus humide. Donc, si on a une planche mouillée et qu'on veut coller quelque chose dessus, on peut utiliser ce type de planche. Elle est justement turbo quand elle trouve de l'eau. D'accord, OK. Ça, je vais montrer à la caméra aussi. Donc, celle-ci fonctionne... quelque part. Même sous eau. Sous eau. Oui, même sous eau, les colles polymères, même sous eau, ça fonctionne. D'accord. Donc, si je prends, je sais pas, j'invente, mais un verre d'eau et que je veux coller une pièce de bois dedans, avec cette colle-ci, ça fonctionne. Ça fonctionne, pas de souci. Et même très rapide. Après 20 minutes, c'est sec. Est-ce qu'il faut presser ces colles-là ou pas? Non, parce que il faut les fermer. Mais ce sont des colles qui sont toujours nettement un peu élastiques. D'accord. Alors, ils ont besoin d'une certaine épaisseur pour justement pouvoir être élastiques. D'accord. Oui, parce que... il faut mettre plus de colle sur ce genre de truc pour que ça fonctionne. Donc, ça ne sert à rien d'imaginer mettre un filet de colle. Non, parce que si tu presses, tu vas écraser toute la colle et l'élasticité ne se fera pas. Quelque part, il faut faire... En gros chewing-gum, je vais dire. Un joint, c'est ça. Le coller, le maintenir une minute. Il y a peut-être le temps aussi. Ici, il faut le maintenir 20 minutes. D'accord. Okay. Celui-là, après 20 minutes, il est. Ce n'est pas une question de pressage, c'est une question de maintien. Avec du scotch éventuellement. Pas plus. Mais pas besoin de presser avec des serre-joints. Ok. Par exemple, quand moi je fais en extérieur, que je mets par exemple
un truc en inox sur une brique ou sur du bois pour le protéger, moi, je mets toujours un cure-dent entre pour être sûr que je n'écrase pas la colle complètement. Que j'ai encore une épaisseur d'1 millimètre, 2 millimètres, pour que la colle a encore cette élasticité. Cette épaisseur nécessaire au collage. Oui, parce que quand le bois qui travaille peu ou l'inox ou l'aluminium qui peut travailler fortement, et pour ça on a un chewing-gum élastique entre les deux pour que ça se fait. Donc il faut vraiment faire un cordon avec ce type de colle, contrairement finalement aux autres, où il faut avoir un maximum, enfin plutôt un minimum d'espace pour que la colle reste en place. Donc 0,5 mm, mes souvenirs sont bons, pour la hybride, 0,35 non, 1 mm pour la hybride, 0,5 pour la Structane et 0,35 pour la colle blanche. Donc voilà. Et alors, donc là-dessus, c'est vraiment ce genre de colle. Alors, vous allez peut-être rire, mais on voit beaucoup de nouveau, comme je dis, des petites astuces minutes, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de faire des ronds qui font une forme de ventouse au niveau de la colle pour coller un élément au plafond ou au mur, par exemple? Non. Ça dépend un peu des endroits. Au plafond, on pourrait encore dire oui. Un mur, à la limite intérieure, on pourrait le faire aussi. Mais il faut toujours bien penser qu'en ces cas-là, même si on a encore un petit espacement, que si on a de la condensation qui apparaisse, ça va se mettre dans cette partie ronde. Et dans le temps, il va y avoir des problèmes d'auréole, etc. Donc l'effet ventouse fonctionnera peut-être en effet, mais il va créer un problème plus tard dans le temps, en cas de condensation, risque. Au niveau de ces fameuses parties fermées, puisque finalement on ne laisse pas la possibilité à l'humidité éventuellement qui rentrerait dans ce cercle fermé de s'évacuer. Donc c'est pour ça qu'on essaie toujours de faire des cordons ouverts. Non, au fait, uniquement des lignes ou des plots. D'accord. Pas des... Ça, des cordons qu'on fait en S, etc., avec ce type de colle, ça ne sert à rien. Non, et certainement en extérieur, il faut faire attention. Parce qu'en hiver, l'eau va justement stagner sur ces endroits-là. Et donc, ça risque de nouveau de se bloquer dans le V si c'est mis au niveau vertical. Ou alors, il faudrait le faire, mais alors à la verticale. C'est pour ça. À l'horizontale, ça peut venir stagner dans le V. Tu fais des cordons verticaux. Et donc, voilà, ça, de nouveau, je dis, moi, j'en apprends toutes les minutes, quasiment. Donc, on est tous, et on s'amuse tous, finalement, quelque part, à faire des zigzags pour faire nos encollages. C'est facile, hein? Et puis alors, on fait plaquer, finalement, gauche-droite, etc. Eh bien, je viens d'apprendre qu'on fait tous une boulette depuis des années, en tout cas pour ma part. Et certainement, quand on travaille avec l'école de montage. Attention, avec l'école de montage, avec l'école à bois, etc. Et plus on va la plaquer, mieux c'est, d'autant plus que ce n'est pas soumis à l'humidité. Enfin, moins à l'humidité. Ici, on parle vraiment de produits utilisés en extérieur qui pourraient être soumis aux intempéries, par exemple, ou aux fortes condensations ou possibilités d'humidité. Si on fait ça dans une salle de bain et que l'humidité monte, elle pourrait redescendre et être emprisonnée finalement entre le cordon de colle et le dessus de la plaque qu'on vient de coller. Donc il faut toujours faire soit des lignes verticales ou faire des plots pour en coller le truc. Donc j'ai encore appris quelque chose. Je suis heureux de vous avoir fait venir. J'ai l'impression de ne rien connaître, finalement, alors que ça fait 20 ans que je fais de la menuiserie. Voilà, merci de faire passer pour un imbécile. Avec plaisir. Donc, non, mais je trouve ça génial, parce que c'est vrai qu'on a toujours cette habitude, etc. Alors, évidemment, comme vous le dites, pour les colles à bois, ça fonctionne, et on a tendance à le transposer pour d'autres utilisations, mais c'est pas bon. Et la manière d'en coller n'est jamais la même en fonction mais c'est top, parce que... prochaine fois que je serai sur un chantier et que je vais coller quelque chose, d'office, je vais y penser. Tu penseras à nous. Mais non, mais clairement, c'est aussi à ça que ça sert de faire venir des gens qui connaissent leur métier et qui nous donnent les informations, plutôt que, je ne sais pas, d'aller... C'est bête, mais même quand on va chez son revendeur, il ne sait pas nous renseigner. C'est là, nous, en tant que techniciens, on est là pour nous donner les bonnes informations. C'est ça. Ouais, non, franchement, nickel. Allez, suivant. Suivant. Alors, on a colle de montage high-tech, clair. C'est ça. Et tout ce qui est verre, miroir, tous ces trucs-là. Ça m'intéresse parce que j'ai posé la question, donc, avant même qu'on commence toutes les vidéos, de savoir s'ils avaient une colle qui permet de coller le verre sur du verre, en sachant que je ne veux pas qu'on voit de traces. Et donc, ça existe chez eux. Et je trouve ça génial parce que on se pose souvent la question de savoir comment est-ce que je pourrais coller un carreau sans devoir faire un cadre ou ce genre de choses pour différents objets.
Eh bien, ça existe, donc sachez-le. Les miroirs, souvent, la partie arrière, je ne sais pas ce que c'est exactement. Ça dépend, il y a tellement, normalement, il y a les métaux, les argent d'antan. C'est ça. Ou des matériaux synthétiques dernière né. Parfois maintenant, on a même des films en PVC qui sont collés dessus. Et là, c'est déjà difficile de coller à ce moment-là aussi. Il y a ça, mais il y a aussi le côté où, à une certaine époque, certaines colles faisaient une réaction et retiraient le côté miroir, puisque c'est un carreau transparent sur lequel on vient coller une feuille d'argent ou je ne sais pas quoi derrière qui fait ce miroir. Et donc ces colles permettent de coller les miroirs sans avoir cette réaction. Et j'imagine quelque temps, toutes les colles aujourd'hui permettent ce collage ou pas? Non, il faut faire attention quand même. Une chose, c'est dans tout ce qui est colle hybride, il faut surtout faire attention des plastifiants. Là, ça c'est aussi quelque chose de difficile à voir. Par exemple, des gens ont parfois déjà collé des pierres bleues, par exemple. Ici en Belgique, on a notre pierre bleue. Et parfois que les gens collent ça avec un petit high-tech ou des trucs comme ça, et que 3-4 mois par après, on voit que la colle fait des taches à travers la pierre. Et au fait, ce sont des plastifiants pour rendre la colle nettement flexible qui peuvent migrer à travers la bière. Il faut bien faire attention à la colle. Et ça, je suppose que c'est noté derrière. C'est toujours noté. La colle fonctionne. Et là, de nouveau, allez sur le site internet pour savoir quelle colle correspond. Parce qu'évidemment, il y a tellement de colles, de séries et de possibilités que c'est quasiment impossible de vous dire oui, celle-là ça fonctionne, celle-là ne fonctionne pas. Le plus simple, c'est vraiment d'aller chercher quand on a besoin d'une colle bien spécifique, parce que la majorité des gens, enfin en tout cas dans mon domaine, on colle du bois, etc. Mais c'est vrai que des fois on doit coller sur un matériel spécial ou un matériau spécial, et donc là il est toujours intéressant d'aller voir si la colle qu'on souhaite ne va pas avoir de réaction comme les silicones ou ce genre de choses, les silicones même chose, les silicones avec l'acétique pour la salle de bain. Sur les pierres vieux, ça ne fonctionne pas bien non plus. Non, mais c'est des bêtises. Et d'ailleurs, est-ce que vous faites des silicones? Oui, on a aussi une gamme de silicones, comme on a aussi une gamme de mousse, et là aussi de nouveau des produits adaptés. Voilà. Donc savoir qu'ici, c'était surtout axé colle, que les choses soient bien claires. Ils auraient pu venir avec toute leur gamme on fait une vidéo tous les jours pendant 10 jours. Voilà, c'est ça. Donc, mais pourquoi pas en refaire une autre sur un autre sujet si ça vous intéresse et si eux, ça les intéresse de revenir. En tout cas, pas Bernard, si j'ai bien compris. Ça sera son dernier. Donc j'imagine ça sera Thierry. Alors, donc, ça, on a compris, colle hyper résistante et pour des produits finalement assez spécifiques, mais qui sont moins chers. Donc, c'est aussi intéressant de connaître l'information parce que c'est plus efficace finalement que les colles hybrides pour certaines situations et sont moins chers et plus adaptés finalement. Et donc maintenant, on va passer aux colles contact. Colle contact. Alors, colle contact, alors ces jours-ci, de plus en plus, pour la facilité d'application, on les met dans des aérosols. Ouais, on a aussi encore... Pour la taille du contenant. Oui, on a aussi les pots classiques qu'on peut mettre à la brosse ou au rouleau. Tulle, voilà, tout à fait. Mais de plus en plus, on va quand même pistoler en aérosol ou comme en bonbonne, voilà. Donc les bonbonnes, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une vidéo comment l'utiliser, et puis toutes les portes là que j'ai à faire, les dernières, j'ai utilisé cette fameuse bonbonne, et de nouveau, c'est pas parce qu'ils sont là, c'est vraiment nickel. On va y revenir, il y a des bonbonnes, gouttelettes et filaments, il va expliquer pourquoi, et à savoir, tant que j'y pense, toutes les personnes qui, je pense à Swan de nouveau, qui a des bonbonnes d'une marque différente, les tuyaux des autres marques s'adaptent sur les bonbonnes de chez Rectavit. Donc voilà, si vous voulez essayer éventuellement les produits et que vous êtes déjà chez quelqu'un d'autre, sachez que vous ne devez pas racheter un tuyau. Par contre, l'idéal, c'est que quand on passe d'un à l'autre, c'est de renettoyer le tuyau avec le nettoyant, que j'ai déjà montré aussi dans d'autres vidéos. Tout est fourni de toute façon avec, c'est vraiment très bien fait. C'est un système. C'est bien nettoyé, ça c'est un, et éventuellement changer aussi du gigleur. D'accord. Parce que là, nous, on travaille plutôt avec des gigleurs en inox, on a vu que la plupart des autres marques sur le marché prennent les gigleurs en laiton. D'accord. Et ça s'use, hein. Allez, du laiton, c'est quand même nettement
souple. Et après, on voit que quand même, après 5 bonbonnes, le gigler est presque une double en ouverture. D'accord. Ça veut dire que la consommation... Pour vous, le gigler, c'est de l'inox. C'est de l'inox, voilà. Attention, ce sont des petites différences. Oui, c'est vrai, parce que celui qui est en haut, que j'utilise pour le PDM, en effet, il est jaune. Oui, voilà. C'est vrai que celui-là, en effet, je vois qu'il est gris et que j'ai utilisé gris, mais je n'ai pas tilté que c'était une différence de matière et donc fatalement plus résistant dans le temps. Dans le temps, s'use-moi, allez, s'use encore, hein, voilà, s'use-moi. Alors nous, voilà, ça fait maintenant quand même déjà une bonne, 10-15 ans qu'on travaille sur les bonbonnes. On l'a pas immédiatement mis dans les aérosols parce que là, on essaie quand même d'avoir les mêmes types de colle en aérosol et en bonbonne, mais c'est pas toujours le cas. Donc, par exemple, les colles ne sont pas reprises aussi bien. La néospray que vous est utilisée en gouttelette, celle-là n'existe pas encore. Non, parce que le procédé est peut-être trop compliqué à amener dans l'aérosol. C'est surtout la pression. Dans les bonbonnes, on peut mettre quand même nettement plus de pression que dans les aérosols. Alors, moi, je vais vous poser des questions concernant justement ces colles de contact, parce que j'imagine que colle de contact, le principe est le même, mais si vous faites différents types, c'est que je suppose que c'est pour travailler sur différents types de matériaux. Différents types de matériaux. Notre produit de base, ça c'est le Basic Spray. Voilà. Ça peut aller un plaquage simple. On dit plutôt minimum 1 mm, déjà quand même une certaine épaisseur. Mais ça va aussi bien pour les feutres, pour tissus, voilà, tout ça. Oui, il n'y a pas de souci avec. La seule chose qu'il faut toujours faire attention avec la plupart des produits sur le marché dans aérosol, ce sont les cuirs synthétiques. D'accord. Parce que là, les cuirs synthétiques, ça contient des plastifiants de nouveau. Et les plastifiants peuvent migrer dans la couche de colle, dans la couche de colle et amollir la colle. Ah oui, donc la résistance sera différente. Par exemple, on a encore eu le cas, ça fait peut-être bien 10 ans, que des gens ont collé du simili blanc avec une colle rose, que le rose est passé à travers et ça faisait après 3-4 mois. C'est ça. Oui, c'est que les plastifiants vont migrer, vont prendre la couleur et la mettre dans le simili. D'accord. Voilà. Donc il faut faire attention aux colles utilisées en fonction des matériaux. Et là, j'imagine, pareil, que c'est noté. C'est noté. Voilà. Alors là, basique, c'est basique, généraliste un peu, et puis on va vers les spécialités. La turbo, c'est quand les supports sont très absorbants, que la colle doit rester nettement un peu plus en surface, parce qu'une colle de contact a besoin de colle en surface pour bien coller. D'accord. Par exemple, si on veut coller des supports très poreux, comme par exemple de l'être, ou populier. Ces jours-ci, on a souvent du multipli en populier. C'est très poreux. Okay. À ce moment-là, il faut mettre 2 couches. Une première couche en tant que primaire, pour prévenir que en fait, ça va refermer les pores du bois, pour être sûr que la deuxième couche qu'on se met dessus... La deuxième couche se met dans le même sens ou elles doivent être croisées? Mieux croisées, comme ce sont ici en lacet ou en filet. C'est ça, donc tout ce qui est filament, l'idéal quand on met 2 couches, c'est une couche dans un sens, une couche dans l'autre. Ouais. Par contre, les gouttelettes, il n'y a pas de souci, comme je t'avais expliqué. Il n'y a pas de sens. C'est ça, tout à fait. C'est pour ça que comme je me souviens, comme ça, les gens ont les informations de tout ça aussi. Ici, on parle de 2 couches sur la même face. Mais le croisement des filaments se fait aussi quand on colle, on fait un double encollage. Donc tu fais une couche horizontale et une couche verticale sur l'autre partie encollée. Oui, c'est ça. Comme ça, l'adhérence sera encore optimalisée. Ok. Très bien aussi quand on fait le strat sur les bords, sur les champs. Comme c'est aussi un champ, c'est nettement plus absorbant. La turbo, reste plus en surface et 2 est très rapide aussi. Ici, le temps de gommage, le temps d'attente est quoi? 1 minute à peu près? C'est 1 minute et demie. Voilà, c'est très rapide, très rapide. Contrairement aux 2 autres, où il faut attendre, on va dire, en fonction toujours de l'humidité, de la température, etc. Là, on va plutôt attendre aux alentours des 10-12 minutes. Avec une colle classique, ouais. Pour être sûr que ce soit bien sec au toucher. Et toutes ces colles-là, pareil, une fois qu'elles ont été produites, est-ce qu'il y a une durée de vie ou pas? C'est moins exact ici. Parce qu'au fait, une colle de contact, ces colles-là sèchent en l'évaporation des solvants.
comme c'est fermé, il n'y a pas d'évaporation. Il n'y a pas d'évaporation des solvants. C'est ça. Donc, en gros, une fois qu'on l'a utilisé et qu'on y fait attention, comme on disait, de bien remélanger le contenant pour que le gaz soit mélangé et que ça ne soit pas que le gaz qui ressorte, à partir de là, ça peut se conserver 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même plus. Nous, notre limite, on doit mettre 18 mois. D'accord. Oui, mais on sait que ça peut aller plus longtemps que ça. C'est ça. Donc, en gros, le canister, je l'achète, je peux le garder 2 ans. Pas de problème. Et il n'y aura pas de souci. Sur le canister, normalement, nous, on marque aussi, je ne sais pas, ces jours-ci, c'est 15 mois, je ne sais pas, mais au fait, le métal en soi est garanti pour 5 ans. Oui, c'est ça. Donc, ça pourrait être tenu 5 ans. Oui, mais je ne l'ai pas dit. Non, mais c'est important, en fait. C'est comme le miel. Le miel, on doit mettre une date de péremption de 2 ans. C'est la loi, c'est comme ça. Mais tout le monde sait que le miel, vous le gardez dans votre pot 10 ans. Si le taux de HMF n'a pas... Il n'y a pas de problème, en fait. C'est ça. Comme il y a des risques que le taux de HMF dépasse la norme d'un tel, on ne le met pas. Mais si même cette norme est dépassée, il n'y a pas de risque. Mais voilà, ici, c'est quelque part un peu la même chose. Donc, il y a une date, en effet, marquée, mais si je comprends bien, ça se conserve. S'ils ont l'objectivité de le dire pour les autres cols que c'est 9 mois et 2 ans, il n'y a pas d'intérêt de faire la démarche inverse dans l'autre sens. Non. Donc, ceux qui achètent, parce que je sais que c'est un gros investissement, ce type de bonbonne, et donc la question qu'on se pose, justement, c'est si je l'achète, que je dois faire 2 portes, et puis que je n'ai qu'un projet 1 an après et que je ne sais plus utiliser, je comprends. Oui, ça, à ce moment-là, si on dit, OK, j'achète la bonbonne et que dans les, disons, 2-3 prochains mois, je ne l'utilise pas, à ce moment-là, il faut bien le déconnecter, refermer et nettoyer. Voilà, ça c'est important. Parce que quand tu l'utilises régulièrement... Là, il faut laisser tout ouvert, sauf fermer le pistolet. Comme je t'avais dit, effectivement, juste fermer le pistolet. Parce que sinon... Un bon élève quand même. Si tu fermes le robinet, mais la colle dans ton flexible va sécher. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gaz doit être en permanence dans le circuit, finalement, qui est fermé, et c'est ça qui va empêcher la colle de sécher et de boucher le tuyau. À partir du moment où vous refermez uniquement la bonbonne, la colle va sécher dans le tuyau et il sera soit inutilisable, soit vous allez galérer pour le nettoyer. Donc, quand vous le laissez dessus, vous devez bien laisser le tuyau fermé, enfin, le bout du pistolet fermé, mais la bonbonne ouverte. De toute façon, il est noté sur la bonbonne qu'elle doit rester ouverte. Par contre, voilà, comme je l'explique, moi j'ai fait les portes, je n'ai pas de projet de plaquage dans les mois qui viennent. Je vais démonter le tuyau, refermer convenablement ma bonbonne, remettre le petit bouchon dessous et renettoyer mon pistolet, le mettre de côté, tout simplement. Voilà. Mais si par exemple j'avais des portes à refaire dans 15 jours, je laisse mon pistolet dessus, mais en laissant bien la bonbonne allumée. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, la dernière dans les aérosols, c'est le power spray. Là, c'est nettement un peu plus costaud. Par exemple, très facile quand on veut faire des cintrages. La moindre touche. De plaquage, etc. Est-ce qu'il y a des épaisseurs maximum ou minimum à respecter? Oui, ça dépend de la courbe qu'on veut faire. C'est ça. Là, disons que c'est vraiment prévu pour les cintrages. Pour les cintrages fins avec le multipli cintrable, à ce moment-là. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, on peut aller des courbes très tirées, très serrées. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Je l'avais déjà posée à Thierry, mais je vais la poser justement en face caméra pour qu'on comprenne. Est-ce que le fait d'avoir une colle pour les bois cintrables, la colle est plus flexible justement pour prendre le cintral, ou à l'inverse, elle est plus dure pour résister à cette fameuse traction finalement du cintral? Au fait, là, ce sont des caoutchoucs qu'on utilise qui sont nettement plus costauds. D'une côté, il y a une certaine flexibilité dedans, mais ils sont plus costauds aussi. C'est ça. Il y a les deux dedans. La colle est plus rigide qu'une colle pour du plaquage plat, mais cette élasticité de base est créée par le caoutchouc, je vais dire. Par le caoutchouc, oui. Donc, l'idée reçue d'imaginer que la colle doit être plus souple pour un cintrage est fausse. Il faut qu'elle soit plus résistante. Résistant, c'est sûr. Okay. Il faut un peu les deux ensemble, mais c'est surtout des colles rigides qu'on a besoin. C'est ça. Bon, ça, c'était pour le cintrage. Donc, on a vu toutes les colles contact. Je crois qu'on a fait un peu le tour. On a bien compris que, de toute façon, il faut en coller une face et l'autre. Si c'est de la colle avec des filaments en 2 couches alternées, donc une dans un sens, une dans l'autre, et sur l'autre partie. Et maintenant, donc, on va passer aux colles un peu plus spéciales, donc qui est une colle pour mettre, pour repositionner des éléments. Donc quand j'avais fait mes escaliers avec mes limons, j'avais collé des gabarits papier, eh bien il existe chez eux une colle repositionnable, mais qui va être utilisable pour plein d'autres situations
bien plus intéressantes, en tous les cas, de plus grande ampleur. Je vous laisse expliquer. Ben voilà, une chose, les colles de contact classiques contiennent des solvants et ces solvants peuvent attaquer beaucoup de produits. Une chose, par exemple, coller de la frigolite ou du polystyrène. Ben ici, la fast forward, on va coller du polystyrène avec. Aussi facile, tout ce qui est repositionnable. Par exemple aussi le plastique, le polyéthylène, le plastique, oui. Comme j'ai dit tout à l'heure. La biscuit. C'est les feuilles de plastique qu'on peut mettre dans les fondations, etc. Donc des simples feuilles de plastique transparent. Et à ce moment-là, c'est pour les maintenir avant de couler, pour que ça reste en place, qu'on ne doit pas mettre des clous et chipoter. Ça pourrait aussi fonctionner pour protéger, par exemple, une habitation. Voilà, style quand on fait moi je fais de l'aérogommage, est-ce que je pourrais éventuellement imaginer pulvériser ça sur un mur, mettre mon papier plastique en attendant et puis seulement faire mes finitions avec le scotch. Pas de problème. Est-ce que ça fait des marques sur la peinture? Maintenant, celle-là c'est transparente? Non. Donc je peux la réessuyer. Voilà, par exemple, aussi, les gens qui font l'asbestos, ça leur aide aussi pour mettre leur protection. D'accord. Tout ça. Oui, mais moi, ça m'intéresse parce que justement, je pense à différentes utilisations, puisque, comme je le dis, je le fais aussi sur les escaliers avec une autre colle. Je ne savais pas que vous la faisiez. Et donc, par exemple, ça n'a aucun impact sur ma finition, etc. Ça part facilement, ponçage, machin, même des fois à la main, juste en raclant, donc ça fonctionne. Donc, Mais c'est vrai que ça donne des idées, puisque pour repositionner, en effet, avant même déjà de scotcher. Par exemple aussi, mettre des pare-vapeurs dans un grenier, il n'y a rien de plus embêtant. Dans la construction, ici, en fait, on l'a aussi en bonbonne comme ça pour les grands conditionnements. Celui-ci, on peut mettre sur le pare-vapeur et sur la toiture, par exemple, sur les chevrons. Uniquement sur Tu colles tes chevrons, puis tu viens coller ton pare-vapeur. Donc, il faut savoir que cette colle-là, c'est une colle qui est pulvérisable aussi bien donc, pour des petits éléments, mais aussi pour d'énormes travaux. Donc, comme il le disait, donc, ça existe en petites bombes, mais ça existe aussi en canister, donc les grosses bonbonnes, comme j'ai utilisé pour en coller les portes. Et le gros avantage, il montrait hors caméra, mais il va essayer de m'envoyer le rush d'un projet qu'ils ont fait donc, sur chantier, c'est-à-dire que vous pouvez très bien coller votre isolant sur une façade en 2 couches. Donc, vous allez encoller votre façade avec le pistolet tout simplement, encoller votre isolant et plaquer vos plaques d'isolant, que ce soit en polystyrène ou avec les feuilles d'aluminium, etc. Donc les panneaux pires, ce genre de choses. Quand c'est l'isolation dure, il faut que le support soit lisse. C'est ça. Quand c'est l'isolation souple, là le support peut être irrégulier. Il n'y a pas de problème. Et donc une fois que c'est encollé, vous pouvez continuer à faire votre travail, monter votre façade et puis mettre votre finition, brique ou autre. Donc pas besoin de fixation mécanique. Attention que ça ne peut s'utiliser que sur les produits à partir du moment où ils sont protégés. Donc ça ne peut pas être l'isolant et venir mettre le crépi dessus. Non. Là, dans ce cas-là, il faut que ça soit une fixation mécanique. Exactement. Mais si vous avez une brique, étant donné que vous allez devoir mettre des crochets de maçonnerie à travers l'isolant a priori, vous pouvez mettre votre isolant et puis directement maçonner votre brique sans devoir mettre de fixation mécanique. C'est ça? Aussi, c'est un produit qui n'est pas trop résistant à la température, c'est pour ça que c'est important. Par exemple, l'EPDM, on peut coller l'EPDM en fondation, mais pas en toiture. C'est ça. Ouais. Donc sur les parties basses de bâtiments, les etc. premières bandes d'étanchéité, on peut le coller avec ça si c'est de PDM, mais pour faire une toiture plate, là on a une autre colle spécifiquement vous voyez, dédiée c'est super à intéressant parce que ce que tu dis là, moi je fais des maisons Saturbois. Enfin, là j'ai freiné, mais je faisais pas mal de maisons Saturbois. Et moi, les membranes EPDM, je les posais, puis je faisais mes fixations mécaniques et on les maintenait, etc. Donc ici, je peux utiliser ce type de colle, encoller mon bloc de béton cellulaire, encoller la partie de PDM, venir le plaquer sur mon bloc, avoir une belle finition, et en plus de ça, ça empêche tout ce qui est point froid. C'est surtout ça. Oui, on est bien d'accord. Donc voilà, c'est ce genre de colle. Et le gros avantage, donc, comme ils le disent et comme je l'ai découvert, c'est une colle repositionnable, donc aussi utilisable pour faire les limons d'escalier et ce genre de choses. Alors, je pense qu'on a déjà parlé le conditionnement, on a parlé des durées de conservation, temps d'ouverture, je suppose que c'est noté aussi. Oui, sauf que les temps d'ouverture ne seront pas les mêmes pour ces colles-ci et ça, évidemment. C'est ça. Je vais commencer par celle-ci puisqu'on est dessus, mais tout simplement, celle-ci, on a jusqu'à 4 heures de temps ouvert. Donc ça veut dire que tu as pulvérisé, tu as 4 heures avant de commencer. Tu peux pulvériser
tout un mur ou toute la pièce, et après tu viens poser toutes tes isolations. Mais ce qui est dingue, c'est ce qu'il disait, parce que je ne sais pas si j'ai rebondi sur ce que tu disais, c'est l'histoire du pare-vapeur. Alors on a tous galéré, parce que quand on fait des maisons de bois et qu'on a dans la toiture et qu'on doit commencer à mettre le pare-vapeur, puis la première agrafe, on est là, puis alors on tire. Ici, on pulvérise finalement le toit. Tu encolles tes chevrons. On pulvérise notre première bande, on vient la fixer sur le dessus. Et puis on vient tirer finalement notre bande. Et on peut repositionner. Et puis on peut, oui voilà, c'est ça. Donc on peut retirer la bande, bien la retendre, hop, agrafer. Oui, non, franchement. Oui, voilà. Et ça c'est vrai. Et c'est pour ça, nous on le voit souvent en troisième main, surtout dans ces cas-là. C'est ça, en troisième main. Oui, ok, nickel. Donc temps d'ouverture, on a dit. Est-ce que vous avez encore d'autres choses? 4 heures pour celle-ci. Par contre, celle-ci, une fois que c'est encollé, appliqué. Là, on a aux alentours des 40-45 minutes, grand maximum. C'est ça. Donc, c'est entre le temps de séchage, donc quand ça n'adhère plus au doigt. Tout à fait. Là tu as 40-45 minutes pour les cols de contact. Sinon, on doit recommencer. Exactement. Ouais. Ici, la fast-forward, on dit 4 heures. Pourquoi? C'est surtout qu'il y a toute la poussière qui va rentrer dedans. Hein. Aussi. Voilà. Mais le lendemain, c'est encore toujours poisseux. Oui, d'accord. Oui, ça reste poisseux. Mais avec la poussière, effectivement, il y aura moins d'adhérence. C'est pour ça que je rebondis là-dessus, qui parle de ça. Pour renettoyer ce type de produit, est-ce qu'il y a des produits spécifiques ou pas du tout? On a notre dissolvant. À la limite, dans la plupart des parties, ça part en frottant dessus. C'est ça. Voilà. Et sinon, si c'est vraiment sur des supports que c'est plus difficile, on a notre dissolvant. Et là, ça fonctionne et ça part facilement. Un qui est bien aussi, c'est on a le citrus cleaner. Ouais. Là, c'est un citrus cleaner. Avec une petite odeur d'agrumes. Oui. Voilà. C'est très et là aussi, c'est un produit qui n'attaque pas les supports. Voilà, c'est ça. Et qui fait vraiment enlever. C'est souvent les questions qu'on se pose parce que on ne sait pas trop comment nettoyer. Si on a accolé, par exemple, ça c'est une question, un truc qui m'est arrivé. J'en colle mon stratifié, paf, il a adhéré à un endroit où il ne devait pas. Est-ce qu'il y a des possibilités de redécoller sans à ce moment-là, on prend le dissol spray, le spray qui est auprès du canister. Ça, on spray entre. Et là, on sait le redécoller. Alors, il faut réencoller. En étant délicat, bien entendu. Oui, bien sûr. Non, mais moi, je l'ai déchiré, ma feuille. En fait, c'était encollé. On était tous les deux à travailler. J'ai tiré, j'ai cassé. Mais moi, d'habitude, qu'est-ce que je fais? Je prends un cutter et je les reprends. Du dissol. Et puis, tu passes avec ton cutter et tu vas le citrus cleaner est par exemple aussi bien pour enlever les restes des bandes autocollantes. Ah oui. Oui, voilà. Et à ce moment-là, c'est aussi de la colle. Hein. C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est aussi de la colle. Et ça enlève aussi. Ça nettoie, etc. sur les surfaces, verres, etc. Est-ce que vous avez encore d'autres choses à présenter ou à dire? On a encore beaucoup à dire, ça c'est vrai. Mais on peut faire une autre. On a tellement de produits encore, mais pour ces produits-là, le bois, le montage, je crois que. Dans un premier temps, par rapport à ton métier de base, c'est les produits principaux. Je pense qu'on avait déjà répondu à beaucoup de questions hier concernant le col à bois, etc. Ici, je crois que l'échange qu'on a eu répond à pas mal de questions. N'hésitez pas finalement à mettre des questions supplémentaires sous la vidéo parce qu'ils m'ont expliqué énormément de choses aussi hors caméra. On a eu aussi un problème avec la caméra qui s'est arrêtée à un moment. Donc on a parlé pendant, on a vu un bon quart d'heure sans qu'on filme. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc j'ai beaucoup d'informations. Moi, j'ai apprécié énormément l'échange et je vous remercie pour toutes ces informations. Avec grand plaisir. Parce que j'ai appris vraiment, vraiment beaucoup et je suis sûr que vous aussi. J'essaierai en tout cas de mettre en application tous les conseils que vous m'avez donnés. Et voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Juste un grand merci en tout cas. Voilà. Un grand merci pour le temps que tu nous as consacré et si les gens ont besoin, qu'ils contacteraient que ta vite. C'est ça. Et je me ferai un plaisir de me déplacer partout en Wallonie. Sans problème. Donc je remettrai les coordonnées de la société sous la vidéo. Moi, je vous souhaite à tous une bonne soirée. C'est vraiment un super plaisir pour moi de vous avoir présenté ces différentes colles, les techniques et puis ce à quoi il faut veiller, etc. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. À bientôt. Au revoir. Ouais, non, c'est chouette.